Avec la découverte de la province Nord, la Nouvelle-Calédonie prend d'emblée une autre dimension. C'est une des 3 provinces de l'archipel qui s'étend du milieu de la Grande Terre jusqu'à l'extrême nord. Ici, la nature souveraine donne le rythme au paysage et aux hommes. Un monde doué d'innombrables richesses que l'on peut aborder comme un véritable retour aux sources. Parce qu'elle est essentiellement mélanésienne, la côte Est permet de découvrir une culture unique au monde. La société kanak comprend des clans et des chefferies dont l'organisation complexe est ancestrale. La case, habitat traditionnel construit en éléments naturels, invite au partage. Pour en franchir la porte, seul le respect s'impose. Après, commence le véritable voyage en terre kanak. Sur les berges de la rivière Yingen, le centre culturel Goama Boirat, baptisé du nom des grandes chefferies de la région, présente certains aspects de la société kanak de jadis. Poteries, masques et outils traditionnels donnent un aperçu des gestes d'autrefois. Mais l'essence de cette culture ne peut se percevoir dans un musée. Elle existe d'abord à travers la nature qui vibre alentour, comme l'écho d'une parole née quelque part au pays des ancêtres. Dans la lumineuse baie de Yingen, 2 rivières se rejoignent pour se mêler à l'océan. C'est le pays des roches noires, énormes blocs de basalte sculptés par l'érosion. Une impression de grandiose saisit le visiteur au vu de ces silhouettes sombres. La plus célèbre d'entre elles, la poule couveuse, trône au milieu de la baie. Pour les habitants des tribus avoisinantes, il s'agit de Putche, la mère protectrice des hommes. À partir de Yingen, de multiples explorations sont possibles. Les grottes de l'Inderalik sont facilement accessibles et offrent une visite des entrailles des roches brunes. Le charme des scènes de vie en province Nord vient s'ajouter à l'extraordinaire beauté des paysages. Le dernier bac de la Grande Terre traverse la Wayem à son embouchure. Une parenthèse sur la route du Nord qui enchante les touristes et permet aux habitués de faire la causette avec le passeur. Il ne reste plus qu'à souhaiter que ce bac pittoresque ne soit jamais remplacé par un pont.
La vallée de la Wayème remonte vers le massif du Panier dans un décor de végétation dense et sauvage. Des cascades vertigineuses se déversent à flanc de montagne. C'est ici que s'élève le plus haut sommet du territoire, le mont Panier, qui culmine à 1628 mètres. Le massif alentour recouvre 5000 hectares de réserves botaniques où se cachent de nombreuses espèces végétales endémiques à la Nouvelle-Calédonie. C'est dans cette région que débarqua jadis le premier navigateur européen. L'équipage du navire La Résolution fut très surpris par ces paysages grandioses qui n'avaient rien en commun avec les îles du Pacifique précédemment croisées. James Cook, le capitaine britannique, baptisa cette grande île inconnue Nouvelle-Calédonie pour sa ressemblance avec son Écosse natale. À la source originelle, l'inspiration jaillit. Peut-être le silence des lieux est-il propice à une communion profonde avec les éléments. Le geste du sculpteur fait apparaître l'invisible. Les œuvres de la tribu de Yambé sont douées du sens de la parole. Dans l'univers kanak, la parole relie entre elles toutes choses, les ancêtres avec leurs descendants, la matière inerte avec la vie. Le Diaote, seul vrai fleuve du territoire, ouvre le passage à travers les marais en remontant plus au nord. La nature luxuriante et encore peu visitée par l'homme offre ici de belles perspectives d'aventure. Les passionnés de tourisme vert commencent à s'intéresser à cette île du bout du monde et particulièrement au nord de la Grande Terre où l'on peut facilement jouer les explorateurs. L'aventure continue sur l'autre versant de l'île. L'exploitation minière a joué un rôle essentiel dans l'histoire calédonienne, car le sous-sol de la Grande Terre renferme des richesses qui ont attiré les convoitises. Le massif de la Tiebagui, riche en minerais de chrome, a connu une exploitation intensive pendant une trentaine d'années. Sur les hauteurs, le village des mineurs surplombait l'océan. Depuis la fermeture de la mine, seules quelques traces du passé sont restées, balayées par les alizés. Le Grand Nord s'élance vers la solitude. Quelques tribus en apparence isolées se signalent par l'apparition de cases couleur de sable. Peu habité, l'extrême nord de la Grande Terre offre le même visage qu'au siècle dernier. Largement entaillé par la mer,
Le nord-ouest est découpé de larges baies parsemées d'îlots déserts. La chaîne centrale, véritable épine dorsale de la Grande Terre, présente ici ses derniers contreforts. La végétation se partage entre la savane à Niaouli et les forêts denses dès qu'on pénètre plus à l'intérieur de la chaîne. Nichés au creux d'une baie sauvage, les bungalows d'un hôtel font face à la mer de corail, un petit paradis pour les touristes épris de liberté. Nature sauvage entre ciel et mer, que l'on peut découvrir en solitaire, rare privilège pour des sites enchanteurs. Seuls les cris des oiseaux déchirent le ciel, tandis que sous la mer, un autre monde nous invite aux grandes plongées. Dans la culture mélanésienne traditionnelle, seuls les clans des pêcheurs étaient autorisés à prélever de la nourriture dans les eaux du lagon et des rivières. Ils pratiquaient ensuite des échanges avec les clans de l'intérieur qui fournissaient les produits de la terre. Précieuse source de nourriture, la mangrove est toujours un lieu de pêche très important pour les populations du littoral.
Avec ses palétuviers aux racines géantes, la mangrove est un univers étrange, peuplé de nombreuses espèces vivantes. En Nouvelle-Calédonie, la nature est toujours souveraine. Pour les habitants des tribus, l'isolement n'est pas un handicap car la terre offre la nourriture en abondance et le climat tropical permet de vivre au dehors toute l'année. La route territoriale numéro 1, qui longe la côte ouest depuis Koumak, nous amène dans le domaine des broussards, ces Calédoniens de lointaines souches européennes. Village typique de la côte ouest, Koné est un lieu de passage car les tribus de brousse viennent s'y ravitailler ou prendre le bus. C'est aussi le centre administratif de la province Nord. L'hôtel de province montre le chemin au carrefour des routes nord-sud et de la transversale vers l'est. La région de Koné et Point-Bout offre de magnifiques promenades en pleine nature. Trekking parmi les niaoulis sur les flancs des collines ou VTT dans d'immenses plaines sillonnées de rivières. L'ascension des premières rondeurs de la chaîne permet de découvrir des tribus tranquilles et accueillantes.
La culture de l'igname rythme la vie des Mélanésiens. Cette tubercule est au centre de tous les échanges coutumiers et représente un symbole très important dans la vie des tribus. Introduit par les missionnaires anglais au XIXe siècle, le cricket est un sport très pratiqué par les femmes Kanak. Le four kanak est une habitude culinaire traditionnelle. Taro, igname et roussette, la chauve-souris locale, sont enveloppés dans des feuilles de bananier, puis cuits à l'étouffée sur des pierres chaudes. La recette du bounia est une spécialité mélanésienne. Le bassin de Poya est hérissé de roches calcaires, citadelles de pierre qui surgissent au milieu d'une végétation inextricable. À quelques kilomètres au-dessus de Poya, un piton rocheux signale l'entrée des grottes d'Adio. Ces cavités forment une longue série de galeries, parfois sur plusieurs niveaux. Accompagné d'un guide, on peut visiter une partie de ce dédale envahi par les eaux. Profondément liés à leur terre natale, les Kanaks ont une notion du temps bien différente de celle des Occidentaux. À travers les gestes du quotidien se tressent inlassablement les liens avec le pays des ancêtres. La Nouvelle-Calédonie garde ses mystères. C'est un pays où les légendes se confondent parfois avec la réalité. Son silence résonne du chant des femmes à la veillée. Ce soir, en province nord, le temps s'est arrêté.